Salut les Marc et les Smark, bienvenue dans l'épisode 5 de Catch Up, votre podcast officiel des cahiers du catch. Comme d'habitude, je suis Hank et je suis rejoint aujourd'hui par Yerem. Salut Yerem. Salut à tous les auditeurs, salut Hank. Et bien sûr Giscal. Bonsoir tout le monde. Donc on a un gros épisode aujourd'hui, ça va être difficile de tenir en une heure puisque nous allons parler un petit peu d'Extreme Rules et beaucoup de Raw, ou l'inverse, on ne sait pas. Il s'est passé de bonnes choses, j'allais dire beaucoup de choses, il s'est passé surtout une chose très importante à Extreme Rules, mais on va en parler juste après. Tout d'abord, nous allons commencer, donc nous allons parler de Raw, surtout. Donc je vais finalement spoiler la surprise dès le début. Qui arrive en premier sur la scène de Monday Night Raw? Tout simplement, Seth Rollins, l'architraître. L'architraître qui récolte forcément une pop immense dans le public. La veille, il avait fait un pedigree à Monsieur Roman Reigns à la fin du match Roman Reigns contre AJ Styles, gagné par Roman Reigns. Oh là, c'est dur à dire. Et donc il explique qu'il est revenu pour le titre et qu'il n'a jamais perdu. Et il s'amuse du public qui l'adore, alors qu'il y a 200 jours, d'après lui, il était hué de tous et on le détestait, on le traitait de champion faible, on voulait sa défaite. Et puis il y a cette histoire de genou disloqué et dans une poésie qui est bien à lui, il dit je me suis disloqué le genou en tenant la WWE sur mes épaules. Donc voilà, il a reçu des centaines de lettres de fans et il dit les avoir brûlées tout ensemble dans une poubelle. Il est toujours méchant. Donc voilà. Non, je n'ai pas changé. Un tout petit suspense au début de la promo, on a confirmation qu'il revient en grand méchant. Donc voilà, et à ce moment-là, Roman Reigns arrive pour rien faire. En fait, il avance très tranquillement, il le menace un petit peu, et puis au moment où Seth Rollins se tire du ring, comme le lâche qu'il est, pour ne pas se prendre un coup, Shane McMahon arrive et il ne dit pas tag team match pour une fois. Ils sont que deux là encore. Voilà. Il annonce qu'il y aura Reigns contre Rollins à Money in the Bank à Las Vegas. J'ai noté en majuscule booking de feignasse. Disons vite fait quoi, vite fait bien fait. Voilà, donc on a confirmation aussi que la feud de Roman Reigns et AJ Styles est donc bien terminée pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière? Est-ce que vous pensez comme moi que on aurait quand même pu un petit peu mettre des barrières ou mettre comment on dit, des bâtons dans les roues à Rollins avant qu'il ait son title shot, parce que là c'était vraiment genre t'arrives, bon c'est bon, on a booké le prochain pay-per-view, là enfin je vais faire un peu du Vince Russo parce que je regarde souvent en podcast, mais là et que tu as un poster de Vince Russo dans ta chambre, il faut le dire. Totalement. Là on se demande est-ce que enfin pourquoi regarder les 4 prochaines semaines finalement? Tout simplement pour écouter également les 4 prochains podcasts. Déjà d'une. Mais non, si vous regardez pas les épisodes, on vous les résumera dans le podcast. Mais... Oui, donc ne regardez pas, t'as raison. Cancel your network. Non, allez-y. Vous avez trouvé ça comment cette séquence? Moi personnellement déjà je suis ravi du retour de Seth Rollins évidemment. J'étais hyper surpris, je t'avoue que moi donc à la fin du pay-per-view, juste pour en toucher vite fait un mot, limite j'avais déjà lancé les forums du Cahier du Cash pour voir les réactions des gens sur le pay-per-view avant qu'il se termine, et je commence à entendre un gros brouhaha, là je relève la tête et qui je vois Seth Rollins qui venait de placer le pedigree à Roman Reigns. Donc c'était assez fou ça. Ouais, ça arrivait très rapidement, donc je suis ravi de son retour.
Après, son alignement, bah effectivement, il est clair, comme tu l'as dit. Il est revenu en tant que heel. On aurait peut-être pu un peu jouer sur son alignement pendant justement ces quelques semaines de booking, finalement qui n'existe pas ou dont on n'aura pas besoin, comme tu l'as précisé. Pour autant, en fait, beaucoup regrettent finalement que la WWE n'ait pas osé utiliser Rollins, enfin le faire revenir en tant que face, parce que c'est vrai qu'il a profité d'une pop assez énorme, et ils auraient pu tout à fait effectivement le booker en face. Le mec revient de 200 jours de rééducation, il annonce un nouveau Seth Rollins rebuild, donc c'était, enfin tout était là pour effectivement faire revenir en tant que face. Ceci étant dit, je me demande si c'est pas le plus couillu de conserver cet alignement de heel pour Seth Rollins. C'est peut-être finalement la solution la moins évidente pour la WWE. Je sais pas s'ils sont maso en ce moment ou quoi, mais moi j'aime bien ça m'intrigue de me dire comment ils vont justement faire évoluer le personnage tout en conservant cet alignement de heel, parce que finalement Seth Rollins lui-même annonce qu'il a changé, que dorénavant il sera plus aussi, il va prouver qu'il n'a pas besoin de l'appui des autres, dont la fameuse autorité dont il avait profité pendant tout son règne. Donc là visiblement il dit qu'il grosso modo il va s'en sortir tout seul. J'espère qu'il va tenir cet engagement-là. Maintenant, c'est un heel, donc un heel, ça tient pas toujours ses engagements. Donc voilà. Moi, en tout cas, je suis plutôt, je suis vraiment satisfait de son retour, et je suis assez curieux de voir comment ils vont faire évoluer son personnage. Et petite parenthèse, juste à un moment, en parlant du fait qu'ils disent que voilà, il va faire son parcours seul. Enfin, je sais pas s'il l'a dit clairement qu'il ferait son parcours seul cette fois-ci. Non, mais donc on a eu une petite séquence aussi en backstage avec Stephanie McMahon où il vient la voir en faisant en ouvrant les bras comme s'il allait la gripper comme un vieil ami, et elle lui dit non, c'est fini ces histoires, tout ça. Donc Stephanie qui continue à jouer la face. Mais donc sur ce point-là, on sait que le rapport avec l'autorité c'est aussi fini. Enfin, c'est logique. Bah écoute, moi je partage l'avis de Yerem. Moi je suis pas trop ok avec cette analyse de dire que ce serait de la facilité. Je trouve que moi j'aime bien quand les pay-per-view, quand la carte des pay-per-view est fixée longtemps à l'avance, parce que ça permet justement ça permet déjà pas forcément la facilité, mais plein de retournements de situation, de développement, de chassés croisés dans les prochaines semaines. Ça permet de faire monter la sauce aussi. C'est quelque chose qui est plutôt bien, parce que par opposition à quand il y a une affiche qui est bookée une semaine avant et qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc ça c'est plutôt positif. Donc là ça y est, là le décor est planté. Shane McMahon l'a présenté en plus un petit peu comme enfin pas un petit peu d'ailleurs, il l'a carrément dit que c'était un main event avec marqué WrestleMania partout dessus. Il a pas tort, et donc là en fait il nous fait en quelque sorte le cadeau de nous l'offrir dès Money in the Bank, donc du coup ça fait encore un peu plus monter l'excitation. Moi j'ai bien aimé aussi la promo de Rollins pour ses débuts, parce que en effet tu l'as dit, il surfe sur une pop énorme pour son retour, et il nous fait un petit peu, il tourne autour du pot. Il fait ouais, j'ai reçu des lettres des fans, machin, j'ai porté la WWE sur mes épaules, je reviens, je vais reprendre là où j'en étais, mais en fait je suis toujours le même, quoi. Allez tous vous faire foutre. Je suis toujours le grand méchant. Donc j'ai bien aimé ce petit retournement de foule, qui a plutôt bien fonctionné, parce que mine de rien il s'est quand même plutôt bien fait huer après, ce qui n'était pas gagné vu son arrivée. Donc voilà, moi je suis ultra content du retour de Seth Rollins, que je n'attendais pas si tôt, et je suis très content de cette affiche qu'ils ont bookée. Et comme dit Irem, bon, ils sont peut-être un peu maso en ce moment, parce que c'est vrai que beaucoup auraient pu prédire un inversement des alignements entre les deux, mais pourquoi pas. On va voir ce qu'ils ont en stock pour ce deuxième run de heel de Rollins, donc très intéressant.
Après, on sait que Reigns est ultra protégé par Vince McMahon, donc c'est le syndrome Cena, quoi. Ça va être difficile de le rendre heel. Mais et donc on va passer juste au premier match. Donc les matchs ce soir seront quasiment tous, je crois, des matchs pour une place au Money in the Bank match. Que je vais appeler le mallette match parce que je l'ai noté sur ma fiche. Je me suis dit Money in the Bank, ça va être long. Le match de la mallette alors. Le mallette match ou le match de la mallette. Non, match de la mallette c'est plus long. Enfin bref. D'accord, ok, comme tu veux. C'est toi qui vois. C'est toi. Le premier match c'était, le premier match. Si oui, c'était le premier match. Sami Zayn contre Sheamus. Exactement. Bon. C'était un match où Sheamus a dominé. Zayn s'est réveillé à un moment avec une clothesline bien violente et il a suivi d'un sunset flip powerbomb et il gagne à la fin grâce à un hell of a kick out of nowhere parce que Michael Cole s'ennuie sans Randy Orton. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Donc voilà, Zayn à sa place, il a un nouveau challenge à relever. C'était le premier bon match d'une longue liste de ce lundi soir. Et Sami Zayn, comme prévu, on s'en doutait un petit peu après les retombées du Fatal 4-Way pour le titre intercontinental à Extreme Rules. On se doutait un petit peu que les quatre participants, ou en tout cas les trois qui n'avaient pas gagné le titre, seraient probablement dans le mallet match. Donc comme prévu, Sami Zayn continue son petit bonhomme de chemin. Et puis comme prévu, les ex League of Nations, hormis Rusev, continuent de faire leur rôle de jobber maintenant, jobber heel. Donc moi je suis très content pour Sami Zayn et j'anticipe un peu, mais je suis déjà fou à l'idée de voir ce mallet match vu les participants qui pour l'instant ont été annoncés. Ouais, effectivement, là tu parles des participants, on verra après que le déroulé des autres matchs de qualif, mais véritablement cette année le Money in the Bank, le mallet match va être incroyable. On va avoir vraiment des prétendants assez, tous pas des mid-carders évidemment, mais vraiment des représentants de cette fameuse New Era. Et donc Sami Zayn est le premier qualifié. Moi, le match en lui-même, alors je sais pas si vous l'avez trouvé comme moi, j'ai trouvé un peu court. Sami Zayn, j'ai trouvé un peu fatigué, quoi. Il avait les cernes qui touchaient les chevilles. Alors, faut dire que la veille, ils avaient sorti un sacré match, un sacré Fatal 4-Way. Donc bon voilà, j'ai trouvé le match un peu expédié. Bon, après il fallait tous les caser évidemment. Sheamus qui se fait coucher avec un love kick, ok, il est from nowhere comme tu dis, mais bon, moi j'ai un petit peu de mal, le gabarit de Sheamus c'est assez imposant, toi, et le love kick de Sami Zayn, s'il est vraiment pas porté parfaitement, bon, après il avait couché Kevin Owens dès le début du Fatal 4-Way avec cette prise, voilà. Donc j'imagine que c'est un peu l'histoire qu'on nous raconte. Voilà. Et puis il avait la rage, parce que finalement le hell of a kick c'est un brogue kick, quoi. Oui, c'est vrai, tu pointes le doigt sur un truc assez intéressant. Effectivement, on pourrait avoir un duel entre hell of a kick et brogue kick. Le match des coups de pied. Le match des coups de pied. Le match des coups de pied dans la gueule. Mais voilà, en tout cas, ravi évidemment que Sami Zayn soit qualifié. Il va pouvoir nous enchanter avec son ami Owens avec les échelles dans 4 semaines. Ouais. Alors, tout de suite, nous allons passer à la séquence que vous attendez tous à chaque fois. Cette fois, un petit peu mix, vous allez voir. C'est le Jobber's World featuring some mid-carder. Donc, nous avions Apollo Crews qui s'est fait attaquer donc par Sheamus juste après le match que Sheamus avait perdu. Sheamus avait la rage et donc du coup a attaqué Apollo Crews en disant tu crois que t'es meilleur que moi et tout ça. Donc il lui a foutu
Pas mal de bonnes mandales. Ensuite, Apollo Crews vient parler. Oui, donc du coup, c'était pendant qu'il parlait de son match avec Jericho qui va se passer ce soir. Jericho contre Crews, donc ça commence avec Crews qui arrive, mais genre pas blessé du tout. Alors ça c'est le mec genre 10 minutes avant il était par terre, il venait de se prendre il venait de se prendre une mallette pour le matos sur scène dans la gueule et il va très bien. Mais Sheamus n'est plus bon à rien, c'est fini. Même plus à assommer des pauvres jobbers. Backstage. Apparemment, il est en acier, Crews. Donc, Jericho arrive avec un tas de bandages sur le dos, parce que à cause des punaises, tout simplement, parce que la veille, dans son match contre Dean Ambrose, il s'est pris un parterre de punaises dans le dos, et bien sûr, Ambrose a gagné ce match, qui était fort peu intéressant, mais on en reparlera peut-être. Donc match classique de Crews, athlétique mais un peu chiant. Il se prend un Walls of Jericho, il se prend un Lion Salt, alors qu'il se relevait. Ouais, qui n'est pas contré. Mais alors c'était assez bizarre comme séquence d'ailleurs parce que il faisait un peu son mouvement où il se relève d'un coup. Ouais, généralement un peu botché, je pense, non? Voilà. J'ai marqué ça sans botch, ouais. Une petite odeur de botch. Donc voilà, il fait des petits coups pas terribles sur Jericho, et à un moment il se fait prendre par un codebreaker et Jericho gagne. Voilà, on avait New Day qui arrive un peu plus tard. Ils ont un gâteau d'anniversaire pour le 1200e épisode de Raw. Ils menacent le premier rang de renverser le gâteau sur un des visages des spectateurs, puis sur JBL, puis ensuite sur Byron, et enfin là les Social Outcasts. Et oui, parce qu'on est toujours dans la séquence Jobbers World. Les Social Outcasts arrivent pour les attaquer par surprise. On rappelle que les Social Outcasts maintenant ne sont plus que Bo Dallas, Heath Slater et Curtis Axel, puisqu'il y en a un qui s'est fait virer et il y en a un autre qui a eu un avertissement et qui est parti. Donc voilà, c'est le loser Outcast. Donc du coup on a du New Day et Social Outcasts pour une qualif au mallet match. Les New Day gagnent et Heath Slater se prend un gâteau dans la gueule et ils lui en remettent une couche pour finir à la fin un petit peu heal les New Day, je trouve, ces temps-ci, puisque la veille ils avaient gagné aussi leur match contre les Vaudevillains avec une tricherie, puisque Kofi Kingston est venu pour intervenir alors qu'il ne faisait pas partie de la tag team. Est-ce que on va quand même en parler un petit peu. Tu m'étonnes, il me semble que tu viens de dire que ce match était un match de qualif pour. Ah non. Non. Pourquoi j'ai dit pour une qualif pour le manette match? Ouais, ok, étourdi. Tu voulais bien faire. Mais donc tout le monde a sa chance avec. Tout le monde. Non mais en même temps toute la soirée, je crois que tous les autres matchs étaient comme ça. Donc avait cette stipulation. Qu'est-ce qu'on pense d'abord de la qualif de Jericho? Jericho contre Crews, est-ce qu'il valait mieux que ça soit le jeune de la New Era, ou alors Jericho il peut encore faire des bons matchs, même s'il nous a pas vraiment prouvé grand chose à Extreme Rules? Moi je suis juste un peu déçu qu'Apollo Crews ait perdu aussi facilement alors que Chris Jericho était dans un état lamentable. Voilà, j'aurais aimé comme Sheamus qui visiblement avait une dent contre Apollo Crews. Pourquoi pas le faire intervenir pour causer la perte d'Apollo Crews et valider encore plus cette rivalité naissante entre le rouquin et Apollo. Donc voilà, j'étais un peu surpris de cette victoire expéditive. Chris Jericho après Money in the Bank, je crois qu'il en est l'inventeur. Donc il l'a jamais gagné, donc ça fait toujours partie de ce petit suspense à savoir est-ce que enfin Chris Jericho va remporter le mallet match. La réponse est dans la question. Non, ouais, je suis d'accord. C'est juste mal booké de manière générale en fait à tous les niveaux. Jericho, comme tu dis, était sacrément amoché et aurait mérité peut-être de galérer un tout petit peu plus. Crews n'a absolument pas vendu l'attaque de Sheamus.
Par contre, après, sur l'issue du match, moi, ça me choque pas, tout simplement parce que en fait, Cruz n'a pas vraiment d'histoire avec aucun des futurs participants du match, comme on pourra le voir une fois qu'on aura la liste complète. Il aurait un peu fait tâche, il serait venu, il aurait fait un spot, il serait reparti. Donc à la limite, c'est peut-être pas plus mal qu'il se dirige, parce qu'à mon avis, il va se diriger vers une feud contre Sheamus, qui sera donc une feud de low card, qui sera très bien pour enfin lui donner une direction, parce que pour l'instant il sert à rien, le pauvre, il sourit niaisement et il tape dans les mains, mais il fait rien, donc du coup c'est très bien, il s'est fait attaquer par Sheamus. C'est dommage du coup pour lancer la feud que soit Sheamus ne soit pas venu pendant le match, soit il n'ait pas perdu justement des fêtes de l'attaque, ce qui l'aurait rendu un petit peu énervé de s'être fait attaquer avant et de s'être fait priver d'une chance de rentrer dans le Money in the Bank. Mais bon, de toute façon, la feud n'aura pas énormément d'efforts d'écriture, donc on va pas non plus surlire entre les lignes. Donc voilà, je suis pas choqué du résultat, juste un peu déçu de l'exécution, c'est tout. D'accord, et juste on précise, la seule histoire qu'Apollo a avec d'autres catcheurs, c'est avec les Social Outcasts. Oui. Mais bon, donc, ça c'était soldé, ça. Ouais. Et donc New Day qui battent les Social Outcasts, c'est bon, ça à la limite on s'en fout. Voilà, c'était du pure Jobbers World. Est-ce que juste au niveau du comportement des New Day, vous avez aussi remarqué un petit peu, ils sont un peu repartis dans leur côté. Ouais, ils sont taquins, ils sont taquins. Je pense pas, ouais, je pense qu'il faut juste le voir comme ça. Ouais. Ça fait rire. Bon, de toute façon, c'est le prototype de l'équipe face à la WWE. C'est-à-dire que des faces qui trichent, c'est pas de la tricherie, c'est juste rigolo. Donc je pense que c'est pas très grave. Faut pas y voir un changement d'alignement, je pense pas. Bon, Jobbers World, c'est fini. On va passer à la superstar d'Hollywood, The Miz. Il revient et il dit qu'il veut la mallette lui aussi, même s'il a déjà sa ceinture, puisqu'il on le rappelle donc pour les gens qui n'ont pas regardé Extreme Rules, il a gardé son titre intercontinental. C'était un excellent match qu'on vous conseille de regarder, je pense. Oui. Tout le monde. La presse est unanime, comme dirait l'autre. Ouais. Il faut regarder tout le pay-per-view. Ouais, il y a certains trucs. Le Ambrose Jericho, je vous le souhaite pas. Ouais, mais bon, il est au milieu. Alors... Ouais, t'es obligé de regarder. Tu le laisses tourner donc, Cesaro arrive donc pendant le speech du Miz. Enfin, je sais plus si c'est exactement pendant le speech du Miz, mais donc bref, on a Miz contre Cesaro pour une place à Money in the Bank. J'ai noté Flying Uppercut, Rolling Uppercut, Maxi Best of Uppercut de Cesaro. Miz se défend bien, même si Cesaro arrive à le démolir sur une des barrières avec justement un uppercut. Cesaro tente un Cesaro swing, mais son bras lui fait trop mal parce qu'il est encore blessé. Cesaro, il est encore blessé en kayfabe, mais il a toujours son bandage. Donc, au moment où il rate son Cesaro Swing, Miz tente le Skull Crushing Finale. Il se fait contrer, mais Miz coince le bras blessé de Cesaro juste après sur la troisième corde. Il tente le saut de la troisième corde sur Cesaro, mais Cesaro le récupère avec un nouvel uppercut. Neutralizer, Cesaro gagne. Donc voilà. Un bon match, j'ai bien aimé. De toute façon, Miz et Cesaro ont vraiment ils ont une bonne alchimie. Une alchimie très bonne. Tant mieux pour Cesaro. Le Miz n'a pas besoin d'être au Money in the Bank pour moi. Donc, vous en pensez quoi du match et puis du résultat? Alors, comme tu dis, effectivement, le Miz n'a pas forcément besoin d'être au mallettes match. Et comme vous dites également, l'alchimie entre les deux est super. De toute façon, le Miz en ce moment, on se régale. Souvenez-vous également avec AJ Styles, ça fonctionnait plutôt bien. Moi j'ai beaucoup aimé une fois de plus le Miz, surtout son petit délire de qui pour incarner le Miz dans. Je crois que c'était une histoire de film qui allait être tournée sur le Miz. Il fallait savoir qui allait incarner le Miz à l'écran. Ah oui. Il commence à faire une liste d'acteurs, dont évidemment Dwayne Johnson. Évidemment. En montrant tout son dégoût.
Donc en plus voilà, on se fend bien la poire. Le Miz en plus c'est vraiment pas avare en compliments sur ses opposants. Je sais plus à quel moment de la soirée, enfin à quel moment de cette séquence, il a fait une grosse éloge de tous les. Oui, il a dit qu'il avait battu. Désolé de te couper, mais il a dit qu'il avait battu les meilleurs catcheurs de la fédération. Ouais. Oui, bon, évidemment, c'est pas pour rien, c'est pour dire que lui c'est les pour a se battus. faire mousser. Oui, mais bon, il le fait quand même, tu vois ce que je veux dire. Il est assez, il est bon. Non, mais même quand il est aux commentaires pendant les matchs, il est tout le temps en train d'encenser ses adversaires et tout. Donc. Voilà. Et moi, je suis ravi effectivement de la qualification de Cesaro. Qui pour moi est également un très bon prétendant pour la fameuse mallette. On verra que des prétendants crédibles, le fameux mot adjectif banni du forum des cahiers du catch, des prétendants crédibles, il y en a quand même un certain paquet. Et ouais, je suis ravi de l'issue de ce match et impatient de voir la suite. C'est l'heure du moment Nawak. Ah non, désolé de te couper. Donc le moment Nawak, c'est l'avis de Giscal sur le match. Voilà, c'est mon intervention, c'est ça, hein. Ouais. C'est le moment Nawak. Merci. On va couper tout ça, ça ne sera pas au montage. Vas-y Giscal, désolé. Non, de toute façon, j'allais dire que je pense exactement la même chose que IRM sur le coup. À l'exception près, que tu disais que c'était un bon prétendant pour la mallette. Moi, je pense quand même que, à mon avis, il se dirige quand même vers une feud. Enfin, je pense qu'il va continuer sa feud avec le Miz, hein, parce que le choix de l'adversaire n'était pas anodin. C'est le Miz qui a fait le tomber sur Cesaro à Extreme Rules. Le lendemain, ils se réaffrontent. Cesaro le bat. Moi, je vois bien à terme. Cesaro sortir du Money in the Bank sans la mallette et continuer ses aventures avec le Miz, je le vois bien comme ça, moi. Mais bon, en tout cas, sur le match, ouais, moi je souhaite vraiment réappuyer sur le fait que le Miz, on va pas dire qu'il marche sur l'eau en ce moment parce que c'est pas le catcheur le plus technique de la planète et il doit y en avoir 50-60 devant lui, mais c'est juste fantastique ce qu'il fait depuis 2-3 mois. Et on peut remonter en effet facilement jusqu'à ses feuds avec AJ Styles et Chris Jericho, et puis maintenant avec le Miz, avec Cesaro, Kevin Owens, Zayn pour le titre intercontinental. Je pense qu'il a vraiment, on en parlait dans les premiers podcasts, mais il a trouvé son personnage. Il a trouvé son personnage, ses mimiques, son jeu dans le ring. C'est juste super, quoi. Ces matchs sont super sympas à suivre. On adore le voir s'en prendre plein la gueule. On adore le détester. C'est top. Donc moi j'espère que il va rester avec Maryse et garder la ceinture encore un bon petit moment parce que c'est un super règne, c'est vraiment super divertissant. Donc ouais, juste donc voilà. Bravo au Miz. Pour valider ce que tu dis concernant Cesaro et le Miz, SmackDown là cette semaine, il y aura un match de championnat entre les deux pour la ceinture. D'accord. Donc, en sachant qu'effectivement Cesaro avait quand même porté le match du Fatal 4-Way, clairement. Ouais, clairement. Et donc voilà. Bon, à mon avis, c'est pas fini tout ça. Alors, on va passer enfin au moment Nawak. Les moments Nawak, il y en a simplement deux cette semaine. On avait une nouvelle fois Make Darren Young Great Again avec Bob Backlund qui lui donne des conseils et il prend des notes et Bob Backlund n'est pas content parce que en fait il doit pas prendre des notes, il doit mémoriser les choses, etc. Bref, on s'en fout. Les Shining Stars qui nous font chier encore, avec une bonne vieille promo sur fond vert. Oui, les Caraïbes, c'est génial. Venez à Porto Rico, on est des îles, mais faites-nous confiance. On fait aussi agence de tourisme. Voilà. Donc c'était les moments Nawak de la semaine. Excuse-moi, j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps les mêmes moments de Nawak de la semaine. Ouais, ça implique souvent les mêmes personnes. Ouais. C'est dommage, il y a un manque d'originalité en ce moment, mais bon. Baron Corbin vient au micro, donc du coup en backstage, dire qu'il est trop fort. Il est trop fort et il a un bonnet pour cacher sa calvitie. Et Ziggler vient et se fout de sa gueule malgré le fait qu'il soit fait battre pour la 15e fois la veille. Donc c'est Corbin qui a gagné contre Ziggler à Extreme Rules. Donc
Et là, cette fois-ci, Ziggler sort une espèce de nouvelle gimmick sortie out of nowhere. Il parle de technical wrestling. Ça a sorti des wrestling toutes les 2 secondes. Là, c'est fini le sports entertainment. Maintenant, la WWE accepte le terme wrestling. Et donc, bref, Corbin lui dit qu'il a jamais maté la WWE quand il était petit. Il était trop occupé à taper des types comme Ziggler. Bref, on aura un nouveau Corbin Ziggler la semaine prochaine. Hourra! Donc, Voilà. j'aurais dû mettre dans Jobber's World ça, mais j'avais mal classé. Ouais, je pense. Donc ensuite, on avait Ziggler contre Ambrose. Dean Ambrose qui a, on le répète, gagné son match ultra chiant de 20 minutes à Extreme Rules. Oh, 20 minutes, t'es gentil, il a duré 26 minutes, je crois. Punaise. C'était assez exceptionnel d'ailleurs, Non, mais c'est comme dingue. durée de match. Donc Ziggler contre Ambrose. Ziggler se prend une dérouillée monumentalement chiante. C'était Ambrose, j'ai noté Ambrose à un moment no sell, enfin bref, il fait pas de selling sur un super kick de Ziggler et il revient à travers les cordes. Oui, ça il le fait souvent, ça. Ouais. Mais non, mais là c'était abusé quoi. Genre Ziggler lui fait vraiment un magnifique super kick et juste après le gars il rebondit, tout va bien, il saute partout. J'ai noté aussi que le match était tellement chiant que Cole et JBL ne parlent que de Rollins quasiment pendant tout le match. Ouais, Oui. Seth Rollins il est revenu, vous le savez. Ziggler rate son zigzag à un moment, Ambrose fait un Dirty Deeds et gagne. J'ai trouvé Dean Ambrose vraiment mauvais. Enfin, juste. Ah ouais? Je sais pas ce qui. Bah ouais, moi j'ai trouvé qu'il était feignant. C'était. On sentait que. Enfin, moi j'ai senti que il était tellement pas dedans et autant Ziggler a fait à peu près son boulot, mais je trouve que Dean Ambrose peut-être que ça le fait déprimer un peu sa feud infinie avec Jericho et le fait qu'ils savent pas quoi faire avec lui en ce moment, mais je sais pas. Donc, vous avez apprécié Ziggler en Je bon? sais pas. Non, je dirais pas que j'ai apprécié le match. Après, il était correct le match. C'était 10 minutes relativement clean. C'était pas, il y avait rien de mauvais ou d'excellent. C'était un match dans la moyenne. Je peux trouver Ambrose spécialement en dessous. En plus surtout qu'il devrait plutôt se réjouir parce que ça y est, il part sur autre chose là. Normalement, vu le booking du match à Extreme Rules, ça fait des terminés avec Chris Jericho. Donc du coup, il part sur autre chose et pourquoi pas la mallette. Il fait partie de mes potentiels favoris. Donc oui, surtout vu la tête du main event de Money in the Bank, ça semble. J'ai pas précisé, donc il a gagné sa place pour il a gagné, oui. le manette match. Ça c'est sûr. Je pense que personne n'avait de doute quand on a vu l'affiche, puisqu'il est difficile de prendre Dolph Ziggler au sérieux maintenant, depuis qu'il perd en pré-show contre Baron Corbin. Et donc, non, moi, je sais pas, j'ai trouvé le match correct. Après, je me suis pas enflammé. C'était un match face-face avec une dynamique toujours un petit peu compliquée, toujours un petit peu mollassonne. Le public a un petit peu de mal à rentrer dedans parce que tu sais pas trop pour qui encourager. Donc, c'est toujours un peu délicat ces matchs-là. Mais voilà, rien de. Pas de grief particulier. Et puis, mais par contre, le spot que tu dénonces, je pense que tu peux revoir pas mal de matchs de Ambrose. À chaque fois qu'il fait sa coup de la corde à linge en rebondissant dans les cordes, c'est quasiment systématiquement à l'origine en ocellant un gros move de l'adversaire parce que justement c'est encore plus surprenant, donc c'est pour ça qu'il le fait à ce moment-là. Donc généralement c'est toujours un peu comme ça, il le fait pas juste pour nocell le super kick de Ziggler. Je pense que c'était vraiment c'était dans le truc. Après ça peut être plus ou moins bien reçu, mais Eh ben moi, Ambrose m'emmerde. J'ai beaucoup de sympathie pour le catcheur et d'empathie parce que il s'est tapé quand même pas mal de feux d'un peu dégueulasse et il a perdu, qu'il a souvent perdu. Oui. Mais il m'emmerde. Franchement, il m'emmerde sur le ring. Y a rien quoi, y a rien. Ses rivalités, ne l'aident pas non plus.
Et voilà, il y en a tellement maintenant qui sont au-dessus de lui que là, cette affiche, là, Dolph Ziggler, entre Dolph Ziggler, le démissionnaire, qui veut nous faire croire qu'il se sent toujours impliqué, et Dean Ambrose qui, ouais, enfin, comme tu dis, enfin, Hank, je le sentais pas super impliqué non plus, assez fatigué, et ouais, bah, c'est une formalité pour lui, quoi. Voilà. Franchement, en fait, de ce match, ce que j'ai le plus kiffé, c'est la promo de Baron Corbin. Ah, Je suis désolé. ah oui, alors là c'est grave, alors à ce moment-là. C'est grave. Ah ouais, t'es pas dégueu, hein. J'ai trouvé, bah en fait, voilà, pour m'intéresser un peu au personnage, parce que je suis un peu sur NXT comme d'autres, bah Baron Corbin, les promos c'est pas son truc, et là la promo avec Dolph Ziggler était plutôt bonne. Je trouvais qu'il avait bien rabaissé le claquet de Dolph Ziggler, et voilà, voilà. Donc, moi, je mets je donne un bon point à Baron Corbin dans cette séquence. Mais juste sur Ambrose, un dernier truc, je pense aussi que Ambrose est pas, c'est loin d'être le catcheur le plus technique, mais l'embêtant c'est quand on fait un match très classique comme ça, il arrive pas enfin il a besoin que ça parte en couille, il a besoin qu'il y ait des spots spectaculaires à l'extérieur du ring. C'est pas son style de faire un match classique au sol. Ouais. Voilà. Bah, ça doit être ça. Non mais non mais t'as trouvé la raison. Non mais c'est vrai. Non mais après c'est peut-être un sujet à creuser à l'avenir. Est-ce que Dean Ambrose est prisonnier de son personnage, il a besoin de matchs. Est-ce que Dean Ambrose va pouvoir revenir au top comme il l'était auprès du public il y a 3-4 mois, quoi. Parce que je sais plus si c'était il y a 3-4 mois ou moins, mais il était absolument en feu, genre il était en feu quand c'était lui qui avait toutes les plus grosses pop toutes les semaines. Mais moi j'étais dingue qu'il avait gagné son match contre Rollins, c'est que en fait 1 minute après l'arbitre a annulé la décision. Moi j'étais à fond derrière lui. Est-ce qu'il va pouvoir revenir à ce niveau-là, ou est-ce que le train est passé pour lui? Je sais pas. Ouais. Il est long le train, donc il peut toujours remonter dessus, mais faut remonter les wagons, quoi. À voir Money in the Bank. Moi je vous dis, s'il gagne la mallette, vu les deux Lascar qui sont dans le main event et qui ont une longue histoire avec lui, ça peut vite repartir. Porteur de mallette, c'est un gimmick, et s'il a vraiment besoin de gimmick pour son personnage, bah porteur de mallette, ça lui ira sûrement très bien, ça j'en doute pas une seconde. Alors on va passer à Big Cass qui arrive avec son nouveau dossard Certified G. Et derrière lui arrive en retard Enzo Amore qui fait tomber son micro en arrivant. Oh là là. Et qui court comme un gosse le rattraper, c'était très drôle. Donc il fait. C'était ça, j'avais pas compris pourquoi il était parti courir. Ouais, en fait il courait en sortant du merde, comment ils appellent ça, Gorilla machin, en fait, juste avant de rentrer. Il court et en fait à un moment il lâche le micro et dans son élan le micro il part super loin, quoi. Il part à droite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il a la famille là-bas, il va faire coucou. Je comprenais pas. Ok, merci. Ensuite, comme d'habitude, il fait une promo formidable sur le fait qu'on lui a coupé l'électricité, enfin lights off en anglais, donc quand bien sûr il s'est tapé une commotion, contrôlez votre vilain donc à Payback. T'as beaucoup de mérite de comprendre ces vannes. Hein. Bah non mais il est beaucoup dans le jeu de mots. Enzo Amore. Et donc, il dit qu'il veut encore foutre une marave aux Dudleys. Donc, c'est à ce moment-là que les Dudleys arrivent. Enfin, je vous résume, hein, parce qu'il y a eu Cass qui a fait son numéro aussi. Mais donc les Dudleys arrivent. Devon attaque Enzo en ringside. Enfin, donc on a un match, hein, Big Cass et Enzo Amore contre les Dudleys. Devon attaque Enzo en ringside pour le calmer parce qu'il arrêtait pas de gueuler pour encourager Cass. Ça permet à Boba de prendre l'avantage quelques secondes avant de se prendre une clothesline de Cass. Plus tard, Cass balance Enzo sur Devon, toujours en ringside, tel un boulet de canon, et ça se finit sur un Empire Elbow de Cass sur Boba et une victoire donc de Enzo Amore et Big Cass. Est-ce que Cass en solo c'est sur pause pour vous? Ah bah oui, je pense, oui. Enfin, ça n'a jamais été, à mon avis, le plan immédiat, ça n'a jamais été Cass en solo. C'était Cass en solo le temps que Enzo revienne. D'ailleurs,
on avait dit les semaines d'avant que justement c'était bien. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon avis. Je trouvais que c'était vraiment bien de garder Cass en solo, de faire les promos, de faire les catchphrases et tout pour que ça reste dans la tête du public, que l'équipe reste un petit peu dans les esprits, reste chaude, et ça a bien fonctionné parce que Enzo est revenu avec une pop énorme et le public a hurlé leur catchphrase à l'unisson et tout, donc ça c'était bien. Par contre, je pense que de toute manière, même si c'était l'issue de l'histoire, c'était de propulser Cass en solo, je pense que c'est encore un peu tôt parce qu'il est pas encore complètement, il est encore un peu vert, moi je trouve. Au micro, il se débrouille bien, mais c'est encore un petit peu hésitant. Et puis même dans le ring, c'est un big man assez agile, mais c'est pas encore. Je pense pas qu'il ait encore l'étoffe de partir en solo. Donc c'est bien que Enzo soit revenu. Je me permets une petite correction parce que je crois que tu as dit que c'était un match tag team, mais c'était Bob Aray contre Big Cass. Hein. C'était un 1v1 avec les deux dans les corners. Parce que j'imagine que Enzo devait pas être complètement rétabli de sa commotion non plus. Donc c'était. Ah oui, non, mais autant pour moi alors. Mais c'est parce que dans mon souvenir, ils sont tous en train de se battre. Ouais, ils sont tous un peu foutus sur la gueule, mais du coup c'était un 1v1 et en effet Enzo a fait un spot, mais je pense qu'à mon avis il avait pas le droit de faire plus. Donc du coup c'était un 1v1. Et puis sinon pour diverger un peu, je sais pas ce que vous en pensez, si est-ce que la feud c'était une façon de solder la feud et de les faire passer à autre chose et pourquoi pas vers le titre, ou si ça va continuer, parce que c'était un petit peu en mode Enzo il revient, il les trash talk et puis il les défonce une bonne fois pour toutes et puis on n'en parle plus quoi, parce que c'est la énième fois qu'il leur botte le train. Donc je sais pas si la feud va continuer ou pas. Mais... Ouais, je dirais qu'il mériterait. Non, mais juste, il mériterait une autre tag team parce que là ils ont épuisé tout ce qu'ils pouvaient faire, je pense, avec les Dudleys. Et puis surtout, la veille, ce que j'ai pas raconté, c'est que Cass a battu. Enfin, alors j'ai pas regardé vraiment le match, hein, j'ai vu des extraits, mais en clair, apparemment, Cass a démoli Devon et Boba. Enfin, il les a mis les uns, l'un sur l'autre. Une nouvelle fois, les Dudleys ne s'accordent pas. Mais donc voilà. J'espère que ça changera rapidement. Ouais, c'était un peu étonnant finalement. Enfin, étonnant, je sais pas. On s'attendait peut-être à ce que Enzo en est après les vaudevillains, mais là, visiblement, il voulait faire le solde de tout compte avec les Dudley. Oui, j'espère qu'ils vont passer à une autre rivalité, probablement avec les vaudevillains qui, du coup, sont probablement sortis de la title picture. Pour autant, effectivement, comme tu dis, Enzo, je sais pas s'il est encore prêt. Donc après faire une rivalité d'équipe sans que tout le monde soit opérationnel pour catcher, c'est un peu délicat. Tu peux faire ça une semaine, 2 semaines en jouant sur le manager, etc. Donc du coup ta question, à savoir Big Cass, le push solo, le run solo, assez intéressante parce que moi je t'avoue que j'ai trouvé, j'étais un peu, je savais pas trop quoi en penser parce que Big Cass en solo pendant quelques semaines ça m'avait vraiment bien convaincu. Je trouve que le mec se débrouillait très bien en promo, même si effectivement c'est plus de la récitation que vraiment de l'impro. Ouais. Même s'il a un style un peu original, c'est bizarre. Je trouve, Et ça marchait bien. Et ça marchait bien, je suis d'accord. Et limite, j'étais un peu pas déçu, toi, du retour d'Enzo, mais tu sais, tu fais ah oui c'est vrai Enzo, ah ouais d'accord, oui c'est vrai, il y a lui aussi. Et en plus, il me fait peur Enzo Amore, il me fait peur le mec. Franchement, dans 3 semaines, il retourne à l'hôpital, c'est pas possible. Déjà, le mec, il foire son entrée, quoi. Genre, le mec, il arrive, il court dans tous les sens, il perd son micro, il fait le tour, le caméraman n'arrive pas à le suivre. Mais franchement, il est dangereux. Il prend des trucs pas clairs, lui. Hein. Je sais pas. Ce qui est fort, en fait, avec Enzo Amore, c'est que s'il a une commotion cérébrale ou s'il en a pas, on ne saura jamais, quoi. On voit pas la différence, je pense. Il est tellement taré. On n'a pas raconté pendant la promo, il a encore fait sa petite danse, mais là il était surexcité. Mais je vous invite à revoir la séquence, c'est vraiment très drôle. Regardez Liliane Garcia qui a du mal à retenir son fou rire derrière parce qu'il fait n'importe quoi. Et même pendant la promo,
il y a plusieurs fois où Big Cass essaye d'en caser une, mais Enzo, pas... il continue. Genre... Ouais. Donc, ça part dans tous les sens. Il est fou. Donc, on voyait, Big Cass était content, le mec était super content de revoir son pote, hein, clairement. Ouais. Et même pendant ses promos, il cherchait toujours un peu, voilà, savoir si tout se passait bien, il cherchait un peu l'aval de son pote et tout. Ouais. Franchement, voilà, on sent qu'il est content qu'il soit de retour. Moi, je suis pas aussi emballé. Par le retour de Enzo Amore, mais on va voir. J'espère juste que le mec va réussir un peu à se contrôler, pour pas prendre de risques à la fois pour lui mais aussi pour les autres, parce que voilà, le mec a jamais été reconnu comme étant un pro du ring. Franchement, il était vraiment très à la traîne à la période NXT. Il a fait des gros progrès. Mais c'est vraiment, il faut qu'il apprenne à se contrôler, quoi. Il peut garder ce personnage-là, mais... Ouais, je suis d'accord. Calme-toi, mec. Prends 2-3 pilules en moins. Bon, en même temps, c'est ce qui fonctionne. Donc, il va falloir qu'il trouve un compromis, quoi. Ouais. On va passer aux femmes, et non pas aux divas. Les femmes. Alors, rappelons les événements de l'épisode précédent, Extreme Rules. Charlotte a battu Natalia grâce à l'aide de Dana Brooke qui s'était déguisée en Ric Flair. Attends, mais what the fuck? Oh là là. Un des moments douloureux de Extreme Rules. Donc maintenant Dana Brooke est dans le camp des Flair. Une sorte de copine. On ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire par la suite, mais donc voilà, elle est toute contente. Donc on retrouve Dana Brooke, Ric Flair et Charlotte sur le ring. Charlotte qui vient célébrer sa victoire. Et au moment où elle commence à parler de sa victoire, du fait que elle n'a qu'à remercier elle-même. Elle débute enfin, on l'attendait depuis des semaines, sa séparation avec Ric Flair. Elle débute et puis elle l'entérine aussi en même temps. Ouais. Voilà. Alors c'était un petit peu violent à regarder. Ah ouais. Parce que le malaise. Parce que en fait c'est quand même une spécialiste du malaise, hein, Charlotte en promo. Parce que c'est ça, ouais. Elle a essayé de repousser les watts du public. Elle a essayé à un moment sembler fière et intouchable, et juste après elle était à deux doigts de pleurer. Et donc elle dit à son père que le classique. T'as passé j'ai passé mon enfance sans voir mon père parce que t'étais tout le temps à la télévision. Et bien maintenant, c'est moi qui suis à la télévision et c'est toi qui vas devoir regarder de chez toi. Donc voilà. Ouais. C'était un des bons passages de quelque chose comme. J'ai noté 10 minutes. Pattes, non Quoi? Non, c'est une compote. Ah, mon Dieu, mais il peut pas. Le mec bouffe tout le temps. Tu peux pas faire un putain de podcast. Enfin bref. Donc, oui, une promo qui a duré très très longtemps. Une dizaine de minutes, je pense. Enfin, ou au moins entre 5 et 10. Oh oui. Oui. Sans problème, 10 minutes, je pense. Oui. Mais donc voilà, elle a enterré Ric Flair et à la fin, elle lui a dit. Tu es mort pour moi. Enfin, tu es mort à mes yeux. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, on n'a pas eu de suite à part ça. Dana Brooke est toujours très bonne amie avec Charlotte. Ric Flair est parti pleurer et sortir par la porte marquée Exit. J'ai adoré ce gros plan du caméraman pour bien faire comprendre qu'on ne reverra pas Ric Flair une séquence avant. D'une subtilité à toute épreuve. Un petit bail. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, tout ça sans aucune présentation de la suite de la storyline, enfin de la storyline. Non. Des enjeux pour le Women's Championship, rien du tout. Le truc, c'est que maintenant, voilà, on n'a pas la suite, quoi. C'est fin du chapitre avec Ric Flair, mais ce qui va se passer après, manifestement, on verra la semaine prochaine, parce que on en saura un peu plus. Mais moi je suis d'accord. Cette promo, et c'est la marque de fabrique de Charlotte. Malheureusement, elle a du mal dans les promos importantes en fait. Dans les promos importantes de son règne et de ses storylines. Sa promo de rupture avec ses copines Becky Lynch.
Et Sacha, sa promo quand elle a après WrestleMania avec le titre, quand elle inaugurait le titre de championne féminine devant toutes les divas, pareil. Toutes ces promos vraiment clés, fondatrices un petit peu de son personnage de main eventeuse féminine en quelque sorte. À chaque fois, elle passe à côté. Alors que c'est dommage parce que à chaque fois, je trouve qu'il y a des fulgurances, il y a des éclairs. Tu sens que elle a les bonnes phrases, elle a les bonnes attitudes parfois, mais c'est pas, ça marche pas. Ça part un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, et puis du coup ça fait que le segment est souvent trop long, et souvent on a une sorte d'impression de malaise. En effet, tu l'as dit, genre, t'étais là en train de te dire, attends, mais elle en chie là, ou c'est vraiment ce qu'elle veut faire. On comprend pas trop. Donc c'est vraiment dommage parce que, à mon avis, elle est à bonne école, elle a les bons trucs. Je pense elle doit répéter les bonnes choses. Mais quand elle est en live, dans les promos vraiment clés, il y a toujours des passages qui foirent et ça marche pas trop. Et c'est dommage parce que c'était un moment quand même super important pour elle parce qu'elle elle dégage son père, Ric Flair, c'est pas n'importe qui. Et ça aurait pu être un moment vraiment très émouvant qui aurait pu lui apporter beaucoup de hits, quoi. Beaucoup de huées. Ça a pas trop marché. Moi, ça a pas complètement foiré, je trouve. C'était quand même pas trop mal. Mais en fait, moi, ça a plus marché quand j'ai vu. Bon après, je serais peut-être pas d'accord et vous me trouverez peut-être trop premier degré. Mais enfin, moi, j'ai été plus ému et plus touché pendant le segment backstage qui a suivi la promo, quand on voyait Ric Flair du coup. La tête basse, repartir avec son sac à la main, s'en aller, limite les larmes aux yeux. Il a refusé l'interview à Renee Young parce qu'il savait pas quoi lui dire, la collade avec Arn Anderson, et puis on le voit partir. Finalement, sans parler, j'ai trouvé ça plus efficace pour détester Charlotte, parce que j'étais là en train de me dire, mais putain, mais quelle connasse, c'est ton père, regarde dans quel état tu l'as mis, il s'en va. Alors que pendant la promo, j'étais beaucoup moins en train de me dire ça. Donc c'est quand même tout le paradoxe avec Charlotte et ses storylines, c'est que, je sais pas, quand elle parle, ça marche moins bien que généralement quand elle catch ou quand il se passe des trucs autour. Donc je suis un peu, encore une fois, je sais que ce que j'ai dit, je sais plus, je l'ai dit plus tôt pour je sais plus quel segment, mais j'ai bien aimé l'issue, le résultat et l'objectif, mais moins l'exécution, quoi. Ouais, c'est ça, t'as raison, c'est cette séparation avec Ric Flair, on l'attendait tous, on l'espérait tous, mais clairement la façon dont c'est arrivé, là clairement pour moi il manque un ou deux épisodes, une ou deux séquences. Qu'est-ce qui peut-être, ouais, c'est trop brutal. Trop brutal entre la veille à Extreme Rules, où Ric Flair, elle gagne son match. Ric Flair respecte. Ouais. Enfin, toi, il vient, il intervient pas, il vient. Enfin, ça a l'air d'être plutôt ok, toi. Elle a pas l'air d'être. Voilà, il y a juste Dana Brooke qui a l'air de lui taper un peu sur le système parce que, enfin, clairement, Dana Brooke, elle a dû partager les pilules avec Enzo Amore backstage, oui. parce que là, elle en pouvait plus. Bon, c'est aussi un des défauts de Dana Brooke. Ouais. Mais voilà, pour moi, il manquait un petit épisode, toi, quelque chose qui faisait que. T'as pas tort, ouais. Qui aurait un peu amené justement cette déchirure entre les deux, quoi, parce que. Enfin, moi, j'ai pas du tout marché à son histoire de quand j'étais petite, je te regardais à la télé, toi tu m'as abandonné, t'étais jamais là, alors que les semaines précédentes, c'était on est les Flair, on a le cash dans le sang, on sait ce que ça coûte on est prêt à tout, on sait ce que ça coûte de faire du catch. Là, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas, peut-être qu'on va avoir des flashbacks, je sais pas. Je sais pas. Non, en plus, à mon avis, vu comment l'angle backstage a été tourné, je pense que du coup, on ne reverra plus Ric Flair pendant un bon moment. De raison de plus pour être un peu frustré sur cette fameuse exécution, voilà. Mais ouais, c'est très bizarre. Comme tu dis, Ric Flair qui parle à tout penaud, moi aussi, j'étais un peu touché, alors que Ric Flair, je suis probablement pas membre de son fan club. Comme tu disais plusieurs fois, Giscard, dans les numéros précédents, Ric Flair, il était surtout bon quand il parlait pas. Là, effectivement, dans cette séquence, il est silencieux, un silence de plomb, c'est pesant, on a de l'empathie pour lui. Et du coup, mais pour autant, Charlotte, enfin, moi, je suis pas plus en colère après elle, alors que ça aurait dû être le cas. Toi, j'aurais vraiment dû à la fin la détester, toi, à la fin de son
enfin pendant et à la fin de son segment micro. Non, donc ça prend pas. Voilà, donc un peu trop vite expédié. Et puis comme vous avez dit tout à l'heure, et la suite quoi. Je m'attendais à ce que Dana Brooke fasse un peu les frais de son intrusion et que Dana Brooke. Alors elle, du coup. On se demande pourquoi est-ce qu'elle passe entre les gouttes, elle. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas très bien compris quand à la fin, elle lui tient le bras, Charlotte tient le bras de Dana Brooke, alors que la veille, elle l'a rejeté parce qu'elle était un peu trop envahissante. J'ai pas très bien compris là. Et ça aide pas en plus parce que enfin il y a deux trucs qui vont pas. Il y a le lien entre le match d'hier et donc du coup le Monday Night Raw et donc le fait que elle est pas gagnée toute seule, donc du coup elle peut pas dire j'ai gagné toute seule, j'ai pas besoin de toi. Elle a dû avoir de l'aide pour gagner, donc du coup ça ne marche pas cette raison-là. Et le deuxième souci, c'est Dana Brooke qui du coup est devenue la nouvelle finalement le remplaçante de Ric Flair. Et donc du coup, on a encore la championne qui peut pas finir ses matchs toute seule. Et c'est pas, enfin, c'est marrant au début, mais c'est pas bon de garder ça sur la championne. En plus, ça commence à faire quelques semaines qu'elle est championne, donc du coup, faudrait un peu ça fait même pas mal de temps. Oui, là, elle est quoi. Je crois en termes de durée de règne, elle est troisième plus long. Et d'ailleurs, on parle depuis des semaines et des semaines du fait que a priori, elle perdra pas son titre avant SummerSlam pour faire le gros moment pour Sasha Banks et tout. Justement, ça coïnciderait avec le règne le plus long. Elle dépasserait les Bella, je crois, normalement, si elle va jusque-là. Bon, ça, c'est pas une mauvaise chose. Donc non, ça fait un bon moment qu'elle est championne. Hein. Bon, allez, on va passer au dernier match. C'est simplement AJ Styles contre Kevin Owens, mais ça a commencé avec AJ Styles qui arrive seul dans le ring et qui explique que Anderson et Gallows lui ont coûté son match. Ouais. Très bizarre. Et les Usos aussi, hein. Et les Usos. Et les Usos, les deux, les quatre, ouais. Et donc à ce moment-là, le club arrive, c'est-à-dire Anderson et Gallows, et ils disent que sans eux, Styles ne serait même pas arrivé à Extreme Rules. Tout ça se passe dans une ambiance un peu étrange où ils veulent pas se mettre sur la gueule, mais ils sont plus amis, ils sont plus frères. Donc voilà, chacun va de son côté. Les Anderson et Gallows retournent en coulisses et puis Styles reste pour son match. Avant qu'on parle du match, juste voir par rapport à ça, vous voyez ça comment en fait? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait sortir de ça? Est-ce que finalement c'est juste une vraie séparation et finalement leurs storylines vont s'écarter ou je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont menacé quand ils sont partis? Non. Toi, et il y a eu, je crois qu'il y a eu quand même une phrase genre il y aura des conséquences ou. Bon bah voilà. T'as la réponse à ta question. Il y aura des conséquences. Ouais. Non mais moi je pense que c'est sûr que ça va partir en cacahuète entre les trois. Je pense que écoute, moi je trouve ça assez intéressant. J'ai pas plus d'avis fouillés pour le moment sur la question parce que pour la simple et bonne raison en fait que je m'y attendais pas du tout à cette direction-là. Et quand avant Extreme Rules et même avant Payback déjà, quand on se disait qu'il y avait plein de directions possibles du fait de l'inclusion de Anderson et Gallows et du développement un petit peu des différents personnages tout autour, on se disait que il pouvait aussi bien y avoir un turn de Reigns qu'une arrivée d'un nouveau leader ou que finalement un turn de AJ Styles ou enfin bref plein de trucs. Finalement ça on l'avait pas anticipé que en fait un statu quo de Reigns et de AJ Styles, le retour de Seth Rollins et puis finalement AJ Styles qui se retrouve peut-être occupé à se dépatouiller de ces deux amis encombrants. Donc c'est plutôt intéressant. Encore une fois un contre-pied qu'on n'avait pas vu venir. Donc attention, comment est-ce que ça va se développer dans les prochaines semaines? On sait pas. Moi, c'est vrai que j'avais en tête la semaine dernière, j'avais dit, je crois à la fin, que le premier adversaire de John Cena serait AJ Styles. Du coup, il va peut-être y avoir un petit décalage et puis maintenant, je verrais bien AJ Styles en feud contre ces deux
contre ces deux gars. Cena, on verra peut-être du coup prendrait le titre US, et puis après on pourrait faire une sacrée feud sur le titre US entre AJ Styles et John Cena une fois que ils auraient réglé leurs histoires. Donc le titre US, tu veux dire qu'il va battre Rusev comme dans mes pronos? ouais, évidemment. Non, mais enfin bref, tout ça pour dire que encore une fois, ce développement donne énormément de directions potentielles. Et puis même, ça se trouve, l'hypothèse d'un leader d'une tête au-dessus de Anderson et Gallows autre que AJ Styles est toujours possible, avec du coup l'arrivée d'un nouveau catcheur dans le roster. Bref, plein de choses possibles. Donc assez intéressant, encore une fois. Je pense que la road vers le Money in the Bank va être assez intéressante pour cette histoire-là aussi, sur laquelle tout reste à écrire, quoi. Pas d'autres. Non, je suis plutôt d'accord sur ce chapitre qui reste à écrire. Voilà. Vous avez carte blanche, les mecs. Ok. Styles contre Owens, donc un bon match, un joli backbreaker. Ah ouais, enfin, j'appelle ça backbreaker parce que je sais pas comment ça s'appelle, mais une sorte de backbreaker de Styles sur Owens vers la fin. Il y a eu un moonsault raté de Kevin Owens, un front flip j'ai dit front flip. Enfin bref, il a sauté de la troisième corde vers Owens en faisant un front flip. Une pop-up powerbomb sur les marches en fer d'Owens sur Styles, un pele kick de Styles sur Owens, et Owens finalement fait tomber Styles alors qu'il se lançait dans le phénoménal forearm, et ensuite il lui met une pop-up powerbomb. Owens remporte sa place au Money in the Bank. Donc le match, le résultat, qu'en pensez-vous? Quel match, un super main event. Super. Techniquement, c'était incroyable. Un Kevin Owens des grands jours, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Kevin Owens. Moi personnellement, ça faisait longtemps que Kevin Owens m'avait pas surpris par une prise originale ou innovante ou plutôt rare. Là, ça a été le cas. Il a fait une prise là où il a pété AJ Styles sur le genou, sur son genou après. Alors je saurais pas te donner le nom de la prise, mais toujours est-il. Ouais, non plus. C'était le grand jeu là. Donc un gros match de qualité. Le résultat pour moi il est à la fois logique et me convient parfaitement évidemment. Et c'était vraiment un super main event, et je suis impatient effectivement de voir cette road continuer avec si on a des matchs comme ça, que ce soit pour des qualifs ou pour d'autres raisons. Ça fait plaisir d'avoir un main event de cette qualité dès le début d'une road. Ouais, ça c'est sûr. Moi pareil, hein, j'encense autant ce match, j'ai trouvé superbe. Franchement, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le Raw, il y a plein de choses à voir dans ce Raw, mais notamment ce match, donc il faut le revoir. Et sur le résultat, c'est très bien parce que c'est le choix logique. Owens dans le Money in the Bank, et je voudrais s'il y a peut-être un truc à dire sur le résultat de ce match et le booking, je trouve que c'est très bien pour moi parce que j'ai lu l'inverse à pas mal d'endroits, mais je trouve que c'est très bien de ne pas avoir fait intervenir Gallows et Anderson à la fin du match comme ça aurait pu arriver, puisque finalement juste avant ils étaient là en train de lui dire écoute, on n'est plus potes, c'est terminé, maintenant, gare à ton cul, regarde derrière toi. Ils auraient pu intervenir et lui écouter le match, et ça aurait pu lancer la feud. Moi, je trouve ça bien de pas l'avoir fait, parce que déjà, le match n'en avait pas besoin. C'était un super match entre deux top compétiteurs qui sont vraiment au sommet en ce moment, et qui sont, on peut dire, dans l'esprit du public, à peu près d'un même niveau. Donc le match était vraiment serré, parce que Kevin Owens, il se bataille pour le titre intercontinental, qui est vraiment, vraiment beaucoup mis en valeur en ce moment. Donc il est plutôt haut dans la carte. Et puis AJ Styles sort de 2 défaites contre Reigns, donc intouchable. Donc c'était bien en termes de choc de force. Et donc pourquoi je trouve ça vraiment bien, parce que contrairement à une feud où, parce que là tout à l'heure on avait dit, ça aurait été peut-être bien par exemple que Sheamus vienne casser la gueule de Cruz à la fin de son match pour lancer la feud ou pour la confirmer, parce que dans les feuds de mid-card, dans les feuds de low-card, les mecs ils ont pas 4-5 semaines pour nous intéresser. Il faut soit vous nous accrochez tout de suite, soit c'est plus la peine, on n'a plus envie de vous regarder, donc faut y aller direct.
Là, les feuds, ça va être une feud de quasi main event, enfin en tout cas d'une feud de card. Et ils ont le temps, de nous laisser encore le doute, de nous laisser plein de directions possibles, de laisser planer un petit peu plein de scénarios et de nous accrocher jusqu'à Money in the Bank. Donc c'était pas nécessaire de précipiter les choses en un seul épisode, de faire à la fois la rupture et le lancement de la feud. Donc je trouvais que c'était bien de pas les faire intervenir, parce que voilà, j'avais lu dans pas mal de sites, de forums que c'était pas normal, ils auraient dû venir, et c'est pas normal que AJ Styles ait perdu. Voilà. Non, je trouve que c'est plutôt malin. Et tu comprends, on veut le début, le milieu et la fin de l'histoire dans le même Raw maintenant. Ah oui, c'est pas possible. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire dans 4 semaines? Donc non, très bien, voilà. Donc j'ai trouvé ça bien. Et le match top. Tout le monde a donné son avis, hein, je crois. Et on va passer à la question à la con. La question à la con de la semaine, elle est un petit peu orientée, hein, parce que si vous avez lu ces derniers temps le forum de Cahiers du Catch, vous connaissez mon avis sur ce match. Est-ce que Roman Reigns contre AJ Styles à Extreme Rules était le meilleur match de Roman Reigns depuis qu'il catch en solo? Bonne question. Alors c'est pas une question à la con, ça. Non, mais tu remarqueras qu'il y a beaucoup de questions à la con qui sont plus vraiment des questions à la con. J'allais en faire une double question, parce que plus choquant encore, était-ce le meilleur match d'AJ Styles depuis qu'il est à WWE? Donc on va commencer par Roman Reigns. C'est plus dur alors. C'est plus dur, c'est un historique un peu plus. Parce que AJ Styles, je t'aurais dit oui tout de suite, parce que il en a pas fait non plus 36. Roman Reigns, le problème c'est que en solo, je serais peut-être tenté de dire oui, mais je suis nul pour ça, parce qu'il faudrait que j'ai mon petit tableau là avec tous les matchs de Roman Reigns qu'il a fait depuis le début en solo. T'as un petit tableau des matchs de Roman Reigns qu'il a fait en solo? Non, mais mon tableau de statistiques, des notes et tout, là j'aurais pu filtrer sur Roman Reigns, mais je l'ai pas sur moi. Entre ces deux posters de Roman Reigns. En fait, c'est pas la question à la con, c'est la question qui fait chier. Non, mais bon. Est-ce que c'était son meilleur match? Je ne sais pas. Probablement. En tout cas, ça devait pas être loin. À la limite, je vais contourner le problème. Je pense que c'est le match qui a dû faire le plus l'unanimité de Roman Reigns en solo. Peut-être pas son meilleur à mes yeux, parce que j'ai souvenir de super confrontations. Moi, j'ai adoré contre Triple H. J'avais adoré contre Triple H. Ouais, mais c'est chacun son style. Hein. Moi, je suis très sensible à Triple H, donc du coup. Sensible à Triple H, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y avait des matchs contre Dean Ambrose que j'avais adoré. Je sais, est-ce que c'est vraiment celui-ci le meilleur? Mais en tout cas, je pense que c'est celui qui aura fait le plus l'unanimité, parce que, c'était un putain de main event. Franchement, c'était absolument extra. Par contre, je suis pas loin de le classer au top pour l'instant des matchs de 2016 à la WWE. Je pense qu'il sera un concurrent intéressant pour le titre de match de l'année. Bon, après, l'année est encore longue, hein, mais pour le moment, moi, clairement, ce serait peut-être mon match de l'année. Donc du coup, super match. Ouais, et puis ils ont tout démonté, hein, les mecs, hein, les tables des commentateurs. Franchement, c'était à 100 à l'heure. Je suis d'accord avec toi, hein, c'était un super match bien solide. Là, en réfléchissant, en fait, il y a d'autres matchs que j'avais beaucoup aimé de Roman Reigns. Par exemple, pour en citer un autre que tu n'avais pas cité, mais qui était pour une toute autre raison, c'était son main event face à Big Show? Non. Le Big Show, effectivement, c'est un match qu'on cite souvent. C'était le Last Man Standing, je crois, contre le Big Show. Ah oui. Qui est souvent cité. Non, je pensais à celui avec Brock Lesnar, parce que j'avais beaucoup aimé l'évolution du personnage c'est vrai, j'avais bien aimé. De Roman Reigns, qui était en train de comprendre en direct que c'était juste pas possible. Donc c'était vraiment plus de la psychologie, parce que le match en soi était pas très intéressant, mais voilà, il y avait le côté psychologique. Et j'ai trouvé que là, dans le match
Et aussi, un peu évidemment, dans toute cette rivalité qu'il y avait avec AJ Styles, il y avait tout. Il y avait de la psychologie, il y avait de la technique grâce à AJ Styles, mais bon, on parle d'un match, hein, donc voilà. Et Roman Reigns apportait vraiment sa puissance, il avait vraiment son personnage à jouer. Et peut-être, c'est toujours difficile de répondre à cette question, mais indéniablement, c'est probablement un des meilleurs matchs qu'il ait fait à la W. Ça. Et j'ai trouvé aussi qu'il a fait aussi quelques petites choses un peu surprenantes, comme le moment où il tenait AJ Styles et il avait les pieds d'AJ Styles et autour de son cou et il le balançait sur le côté du ring, et ce moment où il tente un spear alors que Styles est par terre dans la table des commentateurs, et Styles se décale puis le dernier moment, mais on sent, enfin, alors là ça va être mon ode à Roman Reigns, mais autant il m'a beaucoup déçu ces on va dire derniers mois avant sa feud avec AJ Styles, autant il s'est donné mais à 200% pendant ce match, et je trouve c'était d'autant plus rageant pour moi d'écouter le public. Franchement, je suis pas contre les petits sarcasmes du public, etc. Mais là, je pense que quelqu'un qui reconnaît pas l'effort incroyable que fout Roman Reigns dans ce match, on va même pas parler en général, mais juste dans ce match, c'est quelqu'un, enfin, faut juste pas aimer le catch ou un truc comme ça, parce que le gars a passé tout le match à faire à démontrer que c'était une grosse baraque, etc., et que c'est pour ça finalement c'est la top star. C'est pas le meilleur catcheur, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas le meilleur catcheur, mais c'est juste un mec qui tient pendant 25 minutes à balancer un gars de 90 kilos à droite à gauche. Ah ouais, non, parce que Giselle, c'est pas une crevette, hein. Ouais. Donc ouais. Non, mais je suis d'accord, et je me joins à tes louanges. Enfin, moi, de toute façon, j'étais déjà convaincu par Roman Reigns, qui est le fils spirituel de John Cena, mon héros, donc c'était pas un problème pour moi. Mais quelle lignée somptueuse, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas en émoi devant eux. Mais non, mais tu as raison de le dire, c'est pas le plus technique, c'est pas le mec qui va te sortir la promo du siècle, ça, mais il a prouvé, je suis d'accord, par ce match, il l'avait déjà prouvé par le passé, mais là, ils ont tellement bien utilisé la stipulation. Il y a eu juste besoin d'un rappel, je trouve. Enfin, peut-être, ouais. Que du coup, ça a vraiment éclaté aux yeux du public que le mec, voilà, sur un main event de pay-per-view, pendant 25, plus de 25 minutes, un truc comme ça, il est capable d'enchaîner les spots de très très haute volée, et tout en gardant, enfin, il y avait aucun temps mort pendant le match, hein. C'était un super match de catch. Voilà, il est capable de le faire, il est capable de le faire avec brio, avec prestance, avec puissance. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une top star. Ok, on va passer aux notes après avoir ciré les pompes de Roman Reigns pendant 10 j'aurais minutes. Pas dit les pompes, ces bottes de Ranger. Donc voilà, on passe aux notes. Allez, au hasard, Giscal en premier. Boom. Les notes de Raw, moi, j'ai passé un très très bon moment devant ce Raw, alors je vais donner 4 sur 5. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est vraiment c'est du pain béni, ça, pour les bookers, les Raw de début de road vers Money in the Bank, parce que voilà, là tous les matchs ont un enjeu, donc du coup c'est super plaisant à suivre déjà. Donc déjà rien que pour ça méritait une bonne note, parce qu'il y a vraiment quasiment aucun match au hasard, sauf les New Day contre les Social Outcasts, hein. Et puis en plus on a vu le retour en fanfare de Seth Rollins, le retour de Enzo Amore, des très bonnes décisions de booking, je trouve, au niveau de la feud d'AJ Styles, de la victoire de Cesaro sur le Miz, voilà, tout était relativement bien ficelé. Il y a eu quelques points noirs, ce qui fait que j'irai pas plus haut, type le bordel avec Apollo Crews là, et puis les Flair qui se sont un peu chiés dessus. Mais voilà, sinon c'était très très solide, très très bon Raw, qui nous dirige vers je pense un pay-per-view qui s'annonce
au moins aussi bon que le précédent. Ouais, bah moi je vais te rejoindre effectivement. J'hésitais un petit peu à baisser, aller un petit peu en dessous de 4, mais allez, je vais être généreux ce soir et je vais donner 4. Il faudrait faire un inventaire, tu pourrais nous faire un petit tableau, toi qui aimes bien faire les petits tableaux, faire un petit tableau de toutes nos notes, Giscal. Je donne un 4 aussi, comme tu dis, voilà, on a eu pas mal de choses, on a eu des matchs de qualif de qualité, on a eu un retour tant attendu de Seth Rollins, enfin qui a été validé parce que c'était la veille, mais oui, voilà, évidemment c'était son grand retour. On a eu un sacré main event. Après voilà, ce qui a un petit peu bugué effectivement, Apollo Crews et la séquence Charlotte. Bon voilà, c'était un peu douloureux dans ce Raw, mais ouais, c'est un bon début de road, donc allez les gars, on y va, c'est parti quoi. Ouais, let's go. On est là. Ouais. Je vais être un peu plus sévère que vous deux. Moi, je vais mettre seulement 3 en fait. Wow. Ouais, je vais mettre seulement 3. Pour une chose, c'est que, alors déjà, je sais pas si j'ai un peu trop zappé à droite à gauche, mais j'ai eu l'impression au début enfin, ça a mis beaucoup de temps avant qu'on nous annonce le main event dans le show. T'as plus l'habitude. Non, mais vraiment, je me suis demandé, l'embêtant avec ce Raw, c'est que enfin, la décision la plus, l'intrigue la plus importante, elle était là dès le début, elle était résolue au bout de 2 minutes. C'était Rollins Reigns. Donc j'ai trouvé que c'était un peu, non seulement c'était expédié, mais en plus ça sapait un petit peu la hype, on va dire du show, même si il y avait tous ces matchs Money in the Bank. Et aussi autre chose que j'ai pas trop aimé, c'est que on n'a pas eu, on a eu des matchs qui avaient un enjeu, mais on n'a pas eu au niveau storyline et au niveau rivalité, ouais, tout simplement. Rien n'a bougé quoi pendant tout le Raw. Il y a pas eu, à part Sheamus contre Apollo Crews, c'est la seule vague rivalité qu'on a vue. Mais sinon voilà, tout est resté ultra statique. Alors vous allez me dire, c'est difficile à faire si on doit caser 50 matchs pour Money in the Bank. Mais donc voilà, ça m'a un peu gêné parce que pour le coup, ça ressemblait un peu à un show à la NXT, c'est-à-dire des matchs qui suivent, qui sont bons, voire très bons. Certains moyens, enfin le Ambrose Ziggler, moi je me suis ennuyé à mourir. Oui. Mais donc voilà. Il y a eu des bons points quand même. Il y a eu le retour d'Enzo Amore, c'était excellent. Il y a eu ce main event Styles Owens. On croit qu'ils peuvent pas faire de mauvais matchs ces gars-là. Donc le Miz aussi, c'était très bon. Mais à côté de ça, voilà, on a eu le passage New Day qui était un peu chiant aussi, qui c'était pas terrible. Il y a eu Jericho contre Cruz, pareil, c'est pas affolant. Donc il y a eu quand même une bonne moitié du Raw où je me suis pas ennuyé, mais presque. Ouais. Donc voilà, et le manque de storyline, donc ce qui fait selon mon calcul mental 3 sur 5. Donc voilà, j'espère un peu un retour des histoires, un retour de la psychologie pour la semaine prochaine. Voilà, mais ouais, vu qu'on a déjà quand même pas mal de qualifiés là pour le mallet match, je pense que ce sera plié la semaine prochaine. Les qualifs seront pliés. Oui. Effectivement, il y aura peut-être des storylines concernant des mecs qui se blessent et du coup, il y a peut-être des changements de dernière minute. Mais des mecs qui se blessent. C'est possible. C'est pas des storylines, ça, c'est la réalité, monsieur. Non, mais des mecs qui se blessent storylinement parlant, évidemment. Ouais. Tu vas les avoir, tes storylines, t'inquiète pas, les scénaristes sont dessus, ne t'inquiète pas, Hank. D'accord. Bon, et ben ce sera tout pour cet épisode de Catch Up. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous en avons pris à faire ce podcast. Et à dire du bien de Roman Reigns. Dites du bien à Roman Reigns. Dites du bien de Roman Reigns à tous vos amis. Et voilà, et propager l'amour pour Roman Reigns sur Twitter où il est détesté.
Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Mais avant, je dis au revoir à Giscal. Au revoir Giscal. Au revoir Hank, au revoir Yerem, au revoir tout le monde. Et au revoir Yann. Au revoir les gars, au revoir tout le monde. À jamais. À jamais. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et une nouvelle semaine pleine de catch. À bientôt. J'ai un grand plaisir à m'écouter parler trop.